Deux élèves de 16 ans du lycée d'Anwon ont fait la une de la plupart des médias nationaux. Des rumeurs disaient qu'ils formaient un couple. D'autres ont affirmé qu'ils n'étaient que des amis proches. Cependant, la plupart des élèves de l'école qui les connaissaient personnellement ont déclaré qu'ils n'étaient que des camarades de classe. Leur relation se limitait à leur vie scolaire. Après tout, cela pourrait bien être la vérité. Les deux jeunes gens ne se sont pas vraiment remarqués. Et pourtant, par un incroyable hasard, ces deux-là se sont retrouvés seuls dans la cabine du funeste ferry, saisis d'un véritable sentiment de peur. Ils sont restés figés, observant avec effroi l'eau envahir la cabine dans laquelle ils se trouvaient. Des processus jusqu'alors inexplorés se mettaient en place dans leur tête. La panique les submerge. Elle raidissait leur corps et les empêchait presque de bouger. Ils s'efforçaient de se réconforter mutuellement, mais atteindre la sérénité d'esprit est difficile quand on prend conscience qu'on est sur le point de compromettre sa vie. Finalement, leur cabine se remplit d'eau et se transforme en une sorte d'aquarium. Le sauveteur a ensuite découvert leur corps dans la même pièce. Il a remarqué que leurs gilets de sauvetage étaient attachés les uns aux autres. Cela a rendu sa tâche plus difficile. Finalement, il n'a pas pu ramener les deux corps à la surface simultanément. Il a ensuite compris pourquoi les adolescents avaient décidé d'attacher leurs gilets de sauvetage. Il pense qu'ils ont pris cette décision pour passer les dernières minutes de leur vie ensemble. Ce qu'il a vu lui a inspiré de l'empathie. Peu après, il a déclaré que cette mission de sauvetage avait été l'une des plus difficiles de sa vie. Il faisait bien sûr référence non seulement aux difficultés physiques liées au levage des corps des victimes, mais aussi à d'autres choses horribles qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire. Malheureusement, d'autres élèves du lycée de Danwon ont connu le même sort ce jour-là. Si certains ont eu la chance de survivre à la catastrophe, leur vie ne sera plus jamais la même. Chacun d'entre eux gardera d'horribles souvenirs de ce jour funeste. Certains témoins oculaires de la catastrophe se souviennent d'une jeune fille qui, sans cesse, essayait de briser la fenêtre de sa cabine en y jetant une chaise. Elle le faisait avec une telle force que la fenêtre semblait sur le point de se briser, mais sans succès. La chaise a heurté la vitre à plusieurs reprises avant de tomber subitement sur le sol. La jeune fille n'abandonnait pas son geste, mais ses yeux se remplissaient rapidement de désespoir. Elle a vu que des sauveteurs se trouvaient déjà de l'autre côté. Eux non plus ne la quittaient pas des yeux. Ils assistaient aux derniers instants de sa vie sans avoir la moindre chance de l'aider. L'un des plus gros fichiers vidéo mis à la disposition des citoyens du pays au fil du temps a été partagé avec les médias par le père de l'un des adolescents. Il a déclaré avoir fait cela pour que le monde entier sache ce qui s'est passé sur le ferry. Cette vidéo a été prise par son fils unique. Comme beaucoup d'autres écoliers, il a été victime de cette horrible catastrophe. Il n'avait que 16 ans. Il se trouvait avec son meilleur ami au 3e niveau du navire. C'est là que vivaient la plupart des garçons de l'école. Le premier jour de la catastrophe, les garçons se sont réveillés bien plus tard que les autres. Après s'être réveillés, ils se sont assis en silence sur le bord de leur lit pendant un moment et se sont progressivement remis de leur sommeil. Plusieurs instants plus tard, les adolescents sentent le ferry fortement dévié sur la gauche. Ils sont d'abord un peu déconcertés. Ils n'ont toutefois pas l'impression d'être effrayés. Pourtant, ce qui se passait les mettait mal à l'aise. Peut-être était-ce comparable à la sensation provoquée par une petite turbulence, relativement fréquente lors d'un vol en avion. Au bout de quelques minutes, ils entendent une voix provenant du système de sonorisation du navire. Il est difficile de dire s'il s'agit du capitaine ou d'un autre membre de l'équipage. Cela n'a pas vraiment d'importance. La voix forte ordonnait à tous les passagers du ferry de ne pas bouger de leur place, sous aucun prétexte. L'ordre a été répété à plusieurs reprises. Les habitants du 3e étage ont commencé à s'inquiéter en entendant ces recommandations. Bientôt, d'autres écoliers sont arrivés dans leur quartier. Ils s'étaient déjà rendus sur l'un des étages et la situation leur paraissait bien plus dangereuse. En entrant dans les cabines, ils répétèrent la même phrase « Tout le monde met son gilet de sauvetage ». L'enregistrement vidéo de l'écolier a duré environ 20 minutes. Cette séquence est devenue l'un des événements les plus effrayants et les plus émouvants de la vie d'un grand nombre de citoyens du pays. La panique la plus réelle a d'ailleurs commencé à bord du ferry. Quelqu'un sanglotait, un autre demandait de l'aide et un troisième essayait de sortir. Pour vous faire comprendre à quel point la situation était terrible, il convient de préciser que les écoliers ne se rendèrent pas compte au départ que le bateau qu'ils avaient pris était en train de couler. Certains d'entre eux en ont même plaisanté.
ne croyant pas aux ordres du capitaine. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un exercice ou d'un autre événement de routine. Malheureusement, la situation était encore pire que cela. Bien sûr, ils plaisantaient en se trouvant dans cette situation, espérant que cela se terminerait rapidement. Cependant, les plaisanteries ont progressivement laissé place au silence. Elles ont été remplacées par des phrases telles que « Mon Dieu, je ne veux pas mourir ». Pourtant, pendant un certain temps, ils ont encore essayé de rester calmes. Bientôt, on entend les voix d'autres jeunes qui tentent de contacter leurs parents et d'autres membres de leur famille. En fin de vidéo, il apparaît évident que les garçons éprouvaient une véritable peur pour leur vie. L'un d'entre eux a semblé remarquer que l'eau commençait à s'infiltrer. Les secousses devenaient de plus en plus intenses. Le navire s'inclinait déjà fortement d'un côté. Cette inclinaison du ferry rendait les déplacements des passagers très difficiles, même sur de courtes distances. Pendant tout ce temps, on entendait la voix du capitaine dans le haut-parleur. Comme auparavant, il demandait aux passagers du ferry de ne pas bouger et de rester à leur place si possible. À ce stade, la plupart des membres de l'équipage ont quitté le navire. Étonnamment, même dans une telle impasse, certains écoliers obéissent aux ordres et privent ainsi eux-mêmes leur chance d'être secourus. Plusieurs enseignements peuvent être tirés des dernières minutes de la vie de ces jeunes hommes. Ils se sont accrochés les uns aux autres jusqu'à la fin et ont fait preuve d'empathie envers leurs camarades de classe qui se trouvaient à l'autre niveau du ferry. En outre, de nombreux élèves ont dû sacrifier leur vie et donner leur gilet de sauvetage à d'autres. Tout cela parce que le navire ne disposait pas de l'équipement nécessaire en quantité suffisante. Et vous savez, au même moment, alors que les écoliers s'accrochaient à leur vie avec leur dernière force, presque tous les médias fédéraux rapportaient que la plupart des passagers du Sewol avaient déjà été secourus. C'était de la pure folie. Imaginez le désarroi des parents. Ils se sont dit « Mon Dieu, mon enfant est vivant, il ou elle va s'en sortir. Il ou elle ne répond pas à mes appels parce qu'il ou elle se trouve sur un bateau de sauvetage des gardes-côtes, mais nous nous reverrons certainement bientôt. » Cependant, les enfants sont restés silencieux. Pratiquement aucun d'entre eux n'a appelé sa famille pour dire qu'il ou elle allait bien. Le nombre de rescapés, de disparus et de morts a alors commencé à changer. Tout cela ressemblait à une véritable conspiration. D'abord, les autorités ont dit qu'elles avaient sauvé presque tout le monde. Puis elles ont dit que nous avions sauvé la majorité, et ainsi de suite. Cette histoire sera longue et certainement complexe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un incident très médiatisé qui s'est produit au large de la côte sud-ouest de la péninsule coréenne, la catastrophe du ferry Sewol. Il a coulé le matin du 16 avril 2014 alors qu'il effectuait la liaison entre la ville d'Incheon et l'île de Jeju. Le navire de plusieurs tonnes a émis un signal de détresse vers 9 h du matin. Sur les 476 passagers et membres d'équipage du ferry, plus de 300 personnes, dont environ 250 élèves du lycée d'Anwon, ont péri dans cette catastrophe. La plupart des rescapés ont été secourus par des équipages de bateaux de pêche et de navires commerciaux. Ils sont arrivés sur les lieux environ 40 minutes avant l'arrivée des sauveteurs professionnels et des gardes-côtes sud-coréens. Le naufrage du ferry a suscité de vives réactions dans tout le pays. De nombreux citoyens ont critiqué sans relâche les représentants du gouvernement et l'équipage du navire, qu'ils accusent d'avoir commis une série d'erreurs impensables ayant conduit à la catastrophe. La société Jeonhaejin Marine Company, propriétaire du ferry, a également essuyé de vives critiques. Cependant, c'est la présidente Park Geun-hye et son administration qui ont suscité la réaction la plus négative. Lors de son allocution télévisée, celle-ci a tenté de minimiser l'ampleur de la catastrophe. Par ailleurs, de nombreuses questions ont été adressées à la direction des gardes-côtes, car celle-ci n'a pas agi activement pendant l'opération de sauvetage. Les élèves du lycée d'Anwon devaient participer à une excursion sur l'île de Jeju. L'île de Jeju est un peu comme Hawaï pour les Américains, mais en Corée du Sud. C'est la plus grande île et la plus petite province du pays. Elle attire un grand nombre de touristes. En effet, le tourisme est un pilier de l'économie de l'île. Le climat, le paysage et les plages en font une véritable attraction pour les Sud-Coréens comme pour les touristes étrangers. La plupart des habitants s'y rendaient pour leur lune de miel, mais il y avait d'autres raisons de s'y rendre. Pour les lycéens, ce voyage était considéré comme un rite de passage fondé sur les traditions du pays. Pour les jeunes qui quittent l'école, c'est un passage à l'âge adulte. Certains l'attendaient avec impatience. Ils voulaient passer du temps ensemble,
car ils allèrent bientôt être dispersés dans différentes universités et se voir beaucoup moins souvent. De plus, il n'y aurait pas de parents sur le ferry. Ils se sentiraient ainsi adultes et indépendants. Le ferry était équipé de téléphones portables, d'Internet, de cabines séparées, de divers magasins et même de cafés. Dans l'ensemble, l'impatience était à son comble. Il semblait que rien ne pourrait gâcher leur humeur ni leurs vacances. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'une chose aussi terrible puisse se produire. Le 15 avril 2014, le ferry Sewol devait quitter le port d'Anchon à 19h30. Cependant, les choses ont rapidement pris une autre tournure. Le brouillard qui enveloppait le lieu de départ limitait la visibilité à moins d'1 kilomètre. Le service local de trafic maritime a donc été amené à intervenir. Il a ensuite publié un avertissement concernant la mauvaise visibilité sur son site internet. C'est pourquoi l'association des armateurs du pays a décidé de retarder le départ du ferry Sewol pour une durée indéterminée. Plus tard, à 20h35 précisément, toutes les restrictions ont été annulées et, après une vérification des conditions météorologiques de routine, le navire a quitté le port. Ce soir-là, le ferry Sewol a été le seul navire à quitter le port. Apparemment, les autres navires ont décidé de ne pas prendre de risques et d'attendre le matin. Bien que cette information ne soit que de la spéculation de certains participants aux événements, elle n'a pas été confirmée. Au moment du départ, 443 passagers se trouvaient à bord du ferry. La plupart d'entre eux étaient des écoliers. Il y avait également à bord 33 membres d'équipage et une grande quantité de marchandises diverses, dont 195 voitures. Le navire était commandé par le capitaine Lee Jung-seok, âgé de 69 ans. Nommé à ce poste relativement récemment, il a toutefois déjà 40 ans d'expérience à la barre de navires similaires. Il avait également navigué à plusieurs reprises sur un itinéraire similaire et semblait donc bien connaître les risques encourus. Il est vrai que la plupart des membres de l'équipage du ferry ne sont pas des membres réguliers. Ils n'avaient donc pas l'habitude de ce type de navigation. Néanmoins, ils se sont tous retrouvés sur le même navire. Au moment de son rachat par Jonejin Marine, le 8 octobre 2012, le ferry baptisé Sewol avait plus de 18 ans. Il a été construit à Nagasaki, au Japon, en 1994. Il a ensuite navigué sous pavillon japonais pendant environ 18 ans, avant d'être exploité par la compagnie maritime locale A-Line Ferry. C'est seulement ensuite qu'il a été vendu à Jonejin Marine. Il avait donc environ 20 ans au moment de la catastrophe. Selon les experts, une telle durée d'exploitation pour des navires de ce type était tout à fait acceptable. Il convient toutefois de noter que le Sewol semblait déjà assez délabré à l'époque. Il était utilisé dans le même but et transportait des passagers et des marchandises de toutes sortes auparavant. Pendant toute la période d'exploitation, le ferry n'aurait présenté aucun problème technique. Cependant, après sa revente, le navire a subi un certain nombre de modifications. Il a d'abord été affirmé que toutes ces modifications avaient été effectuées illégalement. Cependant, les responsables du registre maritime coréen ont déclaré que le Sewol avait passé avec succès toutes les inspections, y compris les tests de stabilité et de roulis du navire. Dans ces conditions, il n'y avait plus qu'à les croire sur parole. Après les modifications, qui comprenaient l'ajout de plusieurs ponts pour les passagers et l'agrandissement de l'espace de chargement, la capacité finale du navire a augmenté de façon spectaculaire. Le Sewol pouvait transporter jusqu'à 90 voitures et 70 camions. À la suite de ces modifications, le centre de gravité du navire a été déplacé de près d'1 demi-mètre. Malgré cela, en février 2013, le ferry a retrouvé son accréditation et a obtenu un certificat d'inspection de navire, ce qui lui a permis de poursuivre ses opérations. Le Sewol effectuait 3 allers-retours par semaine entre Incheon et l'île de Jeju. Le voyage aller durait environ 13h30. C'était le cas jusqu'au moment de l'accident. Au total, le ferry a effectué plus de 240 voyages. Le 16 avril 2014, vers 8h30 du matin, le 3e assistant capitaine Park Han-kyul et le timonier Jo Jun-ki ont pris le relais de leurs collègues du quart précédent. Ils se rendirent à leur tour dans leur cabine pour faire une sieste et reprendre des forces. En réalité, ce sont Park et Jo qui sont désormais aux commandes du navire. Il faut savoir que le capitaine de ferry passe rarement beaucoup de temps sur la passerelle de commandement. En règle générale, il se contente de prendre le pouls tout en restant dans sa cabine privée. Pendant ce temps,
Le navire avance à une vitesse de 20 nœuds, soit 37 km/h. Dans une heure, le ferry s'apprête à entrer dans le canal de Mahengol. Park a ordonné à Joe de faire passer le système de contrôle du navire du mode autopilote au mode manuel à cette occasion. Le canal de Mahengol reste en effet un endroit relativement dangereux en raison de courants assez forts. Il y a des rochers et des zones peu profondes à certains endroits. Cette situation a exigé une grande prudence de la part de tous les membres de l'équipage présents à bord. Le jour de l'incident, les conditions étaient relativement calmes et le Sewol a navigué sans encombre sur l'une des routes les plus fréquentées. Alors que le ferry s'approchait du virage fatidique, l'horloge affichait 8h46. Le petit déjeuner était déjà servi dans le réfectoire du navire. Les données des caméras de vidéosurveillance installées sur le navire le confirment. Un grand nombre de passagers se trouvaient déjà dans la salle à manger et sur les ponts. À peu près au même moment, le capitaine adjoint Park a ordonné au timonier Joe de changer de cap et de passer de 135 degrés à 140 degrés. Ce dernier s'exécute presque immédiatement. Les récits ultérieurs concernant la suite des événements sont quelque peu contradictoires. Selon le témoignage de Park, après avoir vérifié le cap sur le radar du navire, il a donné un nouvel ordre et exigé une nouvelle modification du cap. Celui-ci a été porté à 145 degrés. Le navire a alors commencé à s'incliner sur tribord. Park a alors ordonné de tourner encore plus le gouvernail. C'est à ce moment-là, d'après une femme, qu'elle a entendu le timonier Joe crier d'une voix agitée. Le gouvernail ne fonctionne pas. Le bateau a alors tangué encore plus violemment. D'après son témoignage, cela s'est produit après que Park lui a ordonné de changer de cap à 140 degrés. Alors que le navire continuait à se diriger vers la droite, Park a donné un nouvel ordre de tourner le gouvernail. Cette manœuvre a provoqué l'inclinaison du navire sur le côté bâbord et sa pénétration dans l'eau. Sous l'effet de cette manœuvre, le ferry a d'abord plongé à 20 degrés de profondeur, puis à 45 degrés. La cargaison a alors été renversée d'un côté à l'autre du navire. La chute de la cargaison a exacerbé la situation déjà bloquée et augmenté l'effet déstabilisant existant. L'eau a ainsi pu pénétrer dans le navire par la porte latérale du compartiment à marchandises et par l'entrée des véhicules situés à l'arrière. Ce scénario a été confirmé ultérieurement par une simulation réalisée par un groupe d'experts indépendants. Le capitaine se trouvait quant à lui dans sa cabine. Il était en train de se détendre et de boire de l'alcool. Sentant qu'il y avait un problème, il s'est immédiatement précipité sur la passerelle de commandement. Un peu plus tard, ses assistants et timoniers, qui se reposaient après leur quart de travail, sont arrivés sur la passerelle. Au même moment, le timonier Joe a mis tous les moteurs du navire à l'arrêt. On ignore s'il a agi de sa propre initiative ou sur ordre du capitaine. Quelques instants plus tard, Joe a contacté ses collègues dans la salle des machines et leur a ordonné de partir immédiatement. Après l'arrêt des moteurs, le Sewol a fini par perdre toute capacité de manœuvre et a commencé à dériver littéralement sur le côté. Selon les témoignages des rescapés, les lumières du ferry étaient déjà partiellement éteintes au moment du drame. Lorsque l'équipage a réalisé ne plus pouvoir contrôler le bateau, l'interphone a commencé à diffuser les ordres de l'officier Kang Hae-sung, qui n'avait même pas pris le temps de lire les consignes de sécurité au préalable. Ce dernier a demandé à tous les passagers de rester à leur place et, dans la mesure du possible, de ne pas quitter leur cabine. Selon lui, voyager sur ce ferry était dangereux. Il a également été recommandé à tous les passagers du Sewol d'enfiler des gilets de sauvetage. Il convient de préciser que l'équipage du navire n'a jamais pris la peine d'informer les passagers des raisons de ces ordres, ce qui a plongé ces derniers encore plus dans la panique. Ils ont commencé à téléphoner et à envoyer des SMS à leurs proches, qui ignoraient la catastrophe. Plus tard, certains de ces messages sont devenus publics et ont circulé sur les réseaux sociaux. À 11h du matin, la poupe du navire était déjà immergée, et seule une partie de la coque, haute de quelques mètres, était visible à la surface. Étonnamment, au cours de la première heure suivant le début de l'incident, les passagers ont continué à recevoir l'ordre de rester calmes et de rester à leur place si possible. Et ce, alors que les compartiments passagers étaient déjà inondés. C'est tout simplement monstrueux. Dans ce contexte, la fuite du capitaine du navire, l'un des premiers à quitter précipitamment le navire en train de couler, semble également inexplicable. Il n'a même pas essayé de contacter les services de secours nationaux ou les gardes-côtes. Il ne semblait se préoccuper que de sa propre vie. L'un des élèves du lycée d'Anwon a été le premier à contacter les services d'urgence. Il se trouvait sur le bateau en train de couler et a pu les joindre pour signaler la catastrophe.
Il a ensuite tenté d'entrer en contact avec les gardes-côtes. Il a fait de son mieux pour expliquer exactement où se trouvait le navire en détresse. Il est surprenant que la responsabilité de fournir ces coordonnées ait été confiée à un adolescent qui ne les connaissait peut-être même pas. Pourquoi les gardes-côtes n'ont-ils pas pu les déterminer eux-mêmes à l'aide d'équipements modernes? Quoi qu'il en soit, les informations fournies par l'écolier étaient extrêmement importantes. Par ailleurs, l'adolescent n'a pas eu le temps d'appeler ses parents. Il était occupé à communiquer avec les sauveteurs. Plus tard, les proches de ce garçon ont déclaré qu'ils étaient fiers de son acte. Quant à l'homme dont les fonctions avaient été prises en charge par le courageux écolier, il a été secouru par l'équipage d'un petit navire de garde-côte. Au moment du sauvetage, l'homme était vêtu de vêtements civils ordinaires. On peut en déduire qu'il avait tenté de se déguiser en passager lambda. Après avoir été secouru, il n'a même pas essayé d'aider les sauveteurs. Il est désormais considéré comme l'une des personnes les plus détestées de toute la Corée du Sud. Non seulement il a été l'un des premiers à quitter le navire, en dépit de toutes les règles, mais il n'a dit à personne qu'il était le capitaine du ferry. Il a préféré ne partager aucune information sur lui-même, sur le navire ou sur le nombre de passagers. Le capitaine a fait preuve d'une incompétence totale. Il a fait quelque chose de terrible. Lui et ses collègues ont donné un ordre absolument monstrueux aux passagers du ferry, leur demandant de ne pas bouger de leur place. Il convient de noter que certains membres de l'équipage ont fait preuve de courage en refusant de prendre la fuite. Ils ont décidé de rester à bord du ferry pour aider les passagers à évacuer le navire. Tous ont péri avec le navire. Park Ji-eun était le plus jeune membre de l'équipage. Elle n'avait que 22 ans. Elle était à peine plus âgée que les lycéens qui se trouvaient à bord du ferry. Quelques années auparavant, son père était décédé et sa mère n'avait tout simplement pas les moyens de subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que la jeune fille a abandonné l'université et a commencé à travailler sur le navire. Elle aurait pu prendre la fuite, car elle se trouvait sur l'un des ponts au moment de la catastrophe. Mais elle ne pouvait tout simplement pas les laisser dans la difficulté. Elle a même fait don de son gilet de sauvetage à l'un des écoliers qui a finalement survécu. Park Ji-eun a ensuite couru dans les couloirs de l'habitacle et a ordonné à tous de quitter le ferry le plus rapidement possible. Elle a littéralement forcé les écoliers à se jeter à l'eau. La jeune fille croyait qu'elle serait finalement sauvée. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Son corps a été retrouvé par des plongeurs à l'un des niveaux inférieurs du navire. Elle ne portait pas de gilet de sauvetage. Les deux autres membres de l'équipage qui n'ont pas fui le navire comme des lâches, à l'instar de Park Ji-eun, ont eu beaucoup de chances de survivre. Au lieu de cela, ils ont choisi de venir en aide aux passagers. Ils avaient tous les deux 28 ans. Le plus surprenant est qu'ils n'étaient même pas employés à temps plein par la compagnie. Ils ne travaillaient qu'à temps partiel. Ils seront officiellement reconnus comme des héros nationaux par la suite. Un autre membre de l'équipage du Sewol, Yang Dae-hong, est mort en tentant de sauver des passagers. Il était âgé d'environ 45 ans. Il a réussi à appeler sa femme pour l'informer de l'incident. Il lui a dit qu'il l'aimait de tout son cœur et a déclaré qu'il irait sauver les enfants. Son corps n'a été retrouvé qu'1 mois après l'accident. Un autre membre de l'équipage qui s'est illustré par son héroïsme est un simple professeur d'éducation physique. Il faisait partie de ceux qui ont accompagné les écoliers dans ce voyage tragique. Il s'était déjà illustré à plusieurs reprises depuis qu'il travaillait dans cet établissement scolaire. Une fois, un incendie s'est déclaré dans l'école, et c'est l'un des premiers à s'être précipité pour aider les enfants. Il a sauvé plusieurs élèves des flammes. Il a fait de même cette fois-ci. Il a sacrifié sa vie en se portant au secours des passagers se trouvant dans les parties inférieures du navire. Tout cela alors qu'il avait une femme aimante et 2 fils qui l'attendaient sur le rivage. Il y avait en effet trop de personnages mauvais dans cette histoire, mais il y avait aussi des héros. Quant aux parents et aux proches, ils ont atteint l'île la plus proche de Jeju après un certain temps. Une fois sur place, ils ont décidé d'utiliser le gymnase d'une école comme centre de secours. Nous tenons à souligner une fois de plus l'incroyable passivité des autorités à ce stade. Celles-ci n'ont apporté aucune aide aux parents, qui ont dû tout faire eux-mêmes. Ils ont pris l'entière responsabilité de toutes sortes d'organisations et d'activités connexes. Pas les gardes-côtes, pas les autorités locales, pas les forces de l'ordre, mais les parents. Pendant tout ce temps, ils ont attendu que les gardes-côtes leur fournissent au moins quelques informations sur les personnes sauvées. La présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye, a disparu pendant près de 7 heures. Elle était littéralement introuvable. Plus tard, en compagnie du Premier ministre,
Elle a visité le centre de coordination mis en place par les parents et les proches des victimes de la catastrophe. Cependant, ni ses paroles ni celles de ses collègues n'ont semblé convaincantes, c'est le moins que l'on puisse dire. On a eu le sentiment que les responsables politiques ne faisaient que donner l'apparence de diverses actions opérationnelles. Ils ont montré quelques cartes, raconté quelques détails de l'opération de sauvetage et parlé du plan du ferry, entre autres. Mais il est difficile de dire comment tout cela aurait pu aider les victimes à ce moment-là. En outre, les familles des écoliers et les autres passagers savaient déjà qu'ils ne pouvaient se fier qu'aux informations qu'ils recevaient les uns des autres. Elles utilisaient déjà plusieurs salons de discussion en groupe et partageaient toutes les dernières nouvelles en exclusivité. Par conséquent, elles étaient mieux informées que les gardes-côtes eux-mêmes sur certains détails de la catastrophe. Au bout du compte, tous ces fonctionnaires, avec leurs costumes chers, n'ont pas seulement semblé ridicules, ils ont même semblé inutiles. Les parents disposaient déjà de toutes les informations les plus récentes et toute fausse information émanant d'un fonctionnaire devait être prise avec prudence. Les proches des victimes ont littéralement pointé du doigt leurs propres erreurs et inexactitudes, les mettant ainsi face à leurs propres contradictions. Les propos du Premier ministre du pays, qui est en fait le deuxième personnage après le président, ont également été accueillis avec peu d'enthousiasme. Il devait sans doute s'attendre à être écouté attentivement et remercié pour son travail, mais cela ne s'est pas produit. Plusieurs bouteilles d'eau ouvertes lui ont même été lancées. Des policiers ont même dû le protéger et l'éloigner de la foule en colère. En revanche, la présidente a reçu un accueil plus chaleureux de la part des parents. Après tout, c'était elle la personne la plus puissante du pays. Si quelqu'un pouvait aider, c'était bien elle. Elle n'a toutefois pas été d'une grande aide non plus. La présidente Park Geun-hye a simplement déclaré que les sauveteurs feraient tout leur possible pour ramener les victimes de la catastrophe à la surface. Cette déclaration pourrait ne pas correspondre à la réalité. Penchons-nous donc sur l'opération de sauvetage. Après qu'un jeune homme ayant voyagé sur le ferry au moment de son naufrage eut appelé les gardes-côtes, ces derniers ont envoyé un navire de patrouille à l'endroit indiqué. L'objectif était de déterminer l'ampleur de la catastrophe. Par la suite, un navire de la marine sud-coréenne a également été dépêché sur place. D'autres gouvernements ont également proposé leur aide. Le commandement militaire américain a notamment proposé d'envoyer son navire, le destroyer Bonhomme Richard, avec un grand nombre de membres d'équipage à bord. Les ressources d'un tel navire étaient considérables. Avec l'aide de divers équipements, plus d'1 millier de marines pouvaient apporter une aide inestimable aux opérations de sauvetage dans les heures qui suivirent. Cependant, les autorités sud-coréennes ont finalement refusé à ce que le navire de la marine américaine participe aux opérations de sauvetage. Le navire, dont l'équipage aurait pu fournir l'assistance nécessaire, est donc resté à proximité du site de la catastrophe. Ils espéraient être appelés à l'aide jusqu'au dernier moment, mais l'appel et l'autorisation nécessaires ne sont jamais arrivés. Les Marines ont notamment suivi une formation spécialisée, contrairement aux gardes-côtes sud-coréens. Ces derniers étaient plus habitués aux activités de patrouille. Peut-être leur attention était-elle principalement concentrée sur les bateaux de pêche illégaux qui pêchaient illégalement. C'était leur tâche principale. Dans l'ensemble, le refus de l'aide américaine était une décision politique. Bien entendu, les États-Unis n'ont pas été le seul pays à proposer leur aide. Le gouvernement japonais a également annoncé sa volonté d'envoyer plusieurs navires de sauvetage sur place. Mais cette fois encore, la Corée du Sud a rejeté l'offre, affirmant qu'elle pouvait tout gérer seule. Les responsables n'ont peut-être pas pris la mesure de l'ampleur de la catastrophe. Un petit patrouilleur des gardes-côtes est arrivé sur les lieux vers 9h30, devenant ainsi le premier navire gouvernemental à intervenir après le début de la catastrophe. Après avoir évalué l'ampleur de la situation, l'équipage a contacté le centre et demandé que d'autres navires soient envoyés pour porter secours au Sewol. Il est important de noter que l'équipage du patrouilleur n'a eu aucune communication avec le ferry en détresse. Il recevait des données exclusivement de plusieurs sources d'informations. Celles-ci, à leur tour, n'ont fait que relayer les messages des passagers du ferry. Les données étaient donc inexorablement périmées. Pendant les 10 premières minutes, les sauveteurs ont tenté, à l'aide d'un haut-parleur, de forcer les passagers à quitter le navire et à se jeter à l'eau. Certains des citoyens qui ont réussi à atteindre le pont ont quitté le navire contre l'ordre de l'équipage avant d'être secourus. D'autres passagers qui sont parvenus à atteindre la passerelle du capitaine ont également été secourus. Ils ont brisé une fenêtre et sont sortis par l'extérieur.
Au bout de 20 minutes, le ministère des Océans et de la Pêche a déclaré que la catastrophe constituait un accident de la plus haute urgence. Parallèlement, divers services ont été mobilisés à terre pour venir en aide aux victimes. Vers midi, plus de 200 personnes, dont une quarantaine de plongeurs, participaient à l'opération de sauvetage. Les activités opérationnelles liées à la plongée et à la recherche de survivants n'ont commencé que beaucoup plus tard. Plusieurs navires civils sont également intervenus pour porter secours aux victimes de la catastrophe. En général, la grande majorité de ces navires étaient des navires civils. Autrement dit, les principaux efforts de sauvetage des victimes ont été organisés par des citoyens ordinaires plutôt que par les services d'urgence. De nombreux plongeurs civils ou amateurs se sont rendus sur place après avoir été informés de la situation. Beaucoup d'entre eux étaient qualifiés pour aider à localiser les victimes, malgré le fait qu'ils soient des civils. Ils étaient toutefois pleinement conscients des risques encourus. Ils ont toutefois tous exprimé leur volonté de participer. Venant de différentes régions du pays, ils se sont littéralement rendus sur les lieux de ce drame. Cependant, beaucoup d'entre eux étaient en retard. La raison en était les mêmes émissions d'informations selon lesquelles presque toutes les victimes du naufrage du ferry Sewol auraient été sauvées dans les toutes premières minutes. Cette information les a certainement arrêtés, ou du moins ralentis. Beaucoup de plongeurs se sont dit « Pourquoi devrais-je aller là-bas si les passagers ont déjà été secourus ?» Ce n'est que quelque temps plus tard, lorsque des informations plus précises ont été diffusées, que les volontaires se sont précipités sur le site de l'accident. Au final, le temps le plus précieux a été perdu. Le premier jour de ce drame, à 11 h, le ministère de l'Éducation locale a envoyé des messages aux parents des écoliers se trouvant sur le ferry. Ceux-ci indiquaient que tous les élèves avaient été sauvés. Cette information était censée rassurer les citoyens. Mais ceux-ci n'y ont pas cru. Dans un premier temps, il a été annoncé que les sauveteurs avaient réussi à extraire au moins 350 personnes de l'eau. Presque tous les passagers auraient réussi à sauter par-dessus bord lorsque le navire a commencé à couler. Plus tard, comme je l'ai déjà mentionné, le gouvernement sud-coréen a rapidement modifié cette déclaration, révélant des données beaucoup plus réelles et tragiques. Par conséquent, la population du pays a pu confirmer que 295 passagers du ferry Sewol étaient toujours portés disparus. Il a également été indiqué que la plupart des membres de l'équipage avaient survécu, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils ont été, rappelons-le, les premiers à quitter le navire. Une fois sur place, les plongeurs civils ont embarqué à bord de l'un des navires de la garde côtière. Ils se sont équipés et préparés mentalement à l'une des plongées les plus périlleuses de leur vie. Et devinez quoi ? Ils n'ont pas été autorisés à se mettre à l'eau. Certains d'entre eux ont déclaré plus tard avoir été choqués par le comportement du personnel des gardes-côtes. Selon eux, ces derniers ne se consacraient pas aux activités de sauvetage mais se contentaient d'en donner l'impression. Du moins, c'est ainsi que la situation apparaissait de l'extérieur. C'était difficile à croire, mais ils étaient littéralement en train de faire visiter le navire aux plongeurs et de leur expliquer sa structure au lieu de les laisser plonger. Peut-être quelqu'un leur avait-il donné l'ordre de distraire les plongeurs civils et de ne les laisser plonger sous aucun prétexte. Par la suite, nombre d'entre eux affirmeront que les gardes-côtes et d'autres représentants du gouvernement ont tout fait pour les tenir à l'écart de l'opération de sauvetage. Du moins durant les phases les plus cruciales. Le matin du deuxième jour, soit le 17 avril 2014, les services concernés à travers le pays ont commencé à explorer la coque du ferry coulé afin de rechercher d'éventuels survivants. C'est à ce moment-là que les plongeurs ont pénétré dans l'épave. Ils devaient essayer de retrouver les personnes encore en vie. Malgré le temps relativement long, les victimes ont pu survivre grâce aux poches d'air. Habituellement, dans des situations similaires, les sauveteurs disposent d'environ 72 heures. En général, le nombre de personnes pouvant être sauvées n'a pas d'importance. Bien sûr que c'est important. Cependant, même s'il ne restait qu'une seule personne en vie à ce moment-là, il fallait se battre pour la sauver. À ce moment-là, environ 170 navires différents auraient participé aux opérations, dont une grande partie étaient des navires civils. Parallèlement, le nombre de plongeurs participant aux opérations de recherche dépassait les 500 personnes. C'est ce qui ressort des sources d'information. De nouvelles données ont été rapportées dans les bulletins d'information du matin du 17 avril. On y apprenait ainsi que 174 personnes avaient été secourues, que 4 personnes étaient officiellement décédées
et que 298 personnes étaient toujours portées disparues. Au fil du temps, le nombre de victimes confirmées n'a cessé d'augmenter. Au bout de quelques mois, le nombre de victimes s'élevait à plusieurs centaines de personnes. Le naufrage du ferry Sewol est ainsi devenu la catastrophe la plus meurtrière que la Corée du Sud ait connue depuis décembre 1970, où un autre navire a coulé avec 338 personnes à bord. La plupart d'entre elles ont trouvé la mort. Le 17 avril, vers midi, les opérations de sauvetage ont été interrompues. Cette décision a été prise en raison de l'aggravation des conditions météorologiques. Néanmoins, les personnes ordinaires ont constaté que les conditions restaient praticables. Il semblerait que les plongeurs du service de sauvetage de l'État ne sachent pas nager ou ne souhaitent pas risquer leur vie. Il se peut qu'ils n'aient pas été assez compétents pour mener à bien de telles opérations de recherche et de sauvetage d'une telle complexité. Cependant, ils ne pouvaient pas admettre leur impuissance. Tous n'étaient qu'au nombre des simples spectateurs. Parallèlement, divers représentants des autorités et des gardes-côtes ne cessaient de répéter qu'ils faisaient de leur mieux. Les commentaires sur l'évolution des opérations de sauvetage étaient si nombreux qu'il était difficile de savoir à qui se fier. Contre toute attente, des documents officiels du gouvernement ont par la suite déclaré qu'au moment même où la grande majorité des plongeurs professionnels se trouvaient à terre, ils étaient censés mener des activités de sauvetage en plongée. Et ce, malgré le fait que les parents des victimes aient été témoins de leur inaction extraordinaire depuis le début. Le troisième jour, le matin du 18 avril, un certain nombre de choses se sont produites dont aucune n'était clairement positive. Le ferry Sewol était déjà complètement submergé. Les parents des victimes ainsi que les autres personnes impliquées dans les opérations de sauvetage ne pouvaient plus observer le navire depuis la rive. Le gouvernement sud-coréen a autorisé une société privée à participer à l'opération sur une base commerciale. Undine a commencé à gérer une partie des activités de sauvetage, notamment l'approvisionnement en air de l'épave. Cette mesure visait à résoudre plusieurs problèmes simultanément. Le premier était de maintenir la flottabilité du navire. Oui, j'ai déjà dit qu'il avait coulé, mais en réalité, il n'avait pas encore touché le fond. Si le Sewol coulait, les plongeurs auraient encore plus de difficultés, voire seraient dans l'incapacité totale d'effectuer leur travail. La deuxième tâche consistait à créer les fameuses poches d'air qui pourraient être utilisées par les victimes de la catastrophe. Mais pour cela, il faut d'abord rester en vie. En général, l'approvisionnement en air d'un navire en détresse est l'une des tâches prioritaires et doit être effectué dès les premiers stades de la catastrophe. Cependant, on a appris que les gardes-côtes et d'autres services publics ne disposaient pas d'outils de ce type. Les autorités ont donc dû faire appel à une entreprise du secteur privé. C'est ainsi que les navires Undine sont arrivés sur le site, immergeant leurs compresseurs d'air énormes sous l'eau. Ces compresseurs n'étaient toutefois pas neufs, bien au contraire. Ils avaient déjà été utilisés à de nombreuses reprises à des fins industrielles et n'étaient donc probablement pas adaptés à cette tâche. En outre, personne n'a pris la peine de vérifier leur état. Tout le monde gagnait du temps. En d'autres termes, on ne savait pas si l'apport d'air par ces compresseurs aiderait les passagers du ferry, qui étaient peut-être encore en vie, ou s'il les tuerait. L'autre événement de la journée a été une plongée complète effectuée par des plongeurs, suivie d'une nouvelle opération de levée des corps. Les 3 premiers corps ont été récupérés par une équipe de plongeurs civils. Toutefois, les médias d'État ont attribué cette réussite aux gardes-côtes. Ce n'était pas la première fois que les médias locaux mentent effrontément aux citoyens du pays. Les plongeurs volontaires ont renoncé à leur routine quotidienne pour apporter leur aide aux victimes de la catastrophe. Aucun d'entre eux n'appartenait à la marine ou aux gardes-côtes du pays. Ce sont des gens ordinaires, des hommes et des femmes, et pourtant des plongeurs. C'est d'ailleurs leur seul point commun. Non, il y avait autre chose. Ils étaient tous des héros. Ils avaient quitté leur maison et leur famille pour se porter volontaires pour la plongée la plus dangereuse de leur vie, dans une autre partie du pays. Nombre d'entre eux ont été blessés, traumatisés et ont souffert de toute une série de problèmes psychologiques. Certains ne sont jamais revenus. Oui. Après avoir vu un si grand nombre de victimes, ils étaient marqués à jamais. On peut dire qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Certains ne pourront plus jamais pratiquer la plongée sous-marine. On peut les comprendre. La plupart des corps des victimes ont dû être entassés les uns sur les autres dans les espaces étroits et déformés du ferry. Ils devaient plonger par groupe de 3 pour s'entraider en cas de besoin. Si un corps était trouvé dans un gilet de sauvetage, il était difficile de le ramener à la surface.
Les plongeurs devaient donc trouver une ouverture, telle qu'une fenêtre ou une porte, puis pousser délicatement le corps à travers celle-ci et l'aider à flotter jusqu'à la surface. Si la victime ne portait pas de gilet de sauvetage, elle devait être remontée par ses propres moyens. Dans ce cas, l'un des plongeurs plaçait ses 2 mains autour du corps de la victime et y attachait une corde, tandis que l'autre ou les autres plongeurs tiraient doucement. Selon eux, tout au long de leur séjour sur le site de la catastrophe, ils ont trouvé de nombreux corps d'écoliers qui semblaient se serrer les uns contre les autres au moment de la découverte. Malheureusement, au moment où ils les ont découverts, ils avaient déjà perdu la vie tous ensemble. Il convient de noter que la plupart d'entre eux avaient les doigts et les mains cassés. Il est possible qu'ils se soient battus pour leur vie jusqu'à la dernière minute et aient tenté de briser les portes et les fenêtres pour atteindre les zones ouvertes du navire et finalement s'échapper. L'un des nombreux plongeurs civils, Kim Sang-ho, a déclaré qu'il était chez lui lorsqu'il a appris la nouvelle de la catastrophe du ferry Sewol. Il terminait son café du matin en toute décontraction lorsque ses amis plongeurs l'ont appelé. Cet appel l'a poussé, comme beaucoup d'autres, à se rendre sur les lieux. Il l'a fait sans réfléchir, comme si c'était son devoir ou sa responsabilité. Après tout, il avait passé près de 2 mois loin de sa famille, risquant sa propre vie jour après jour et s'introduisant dans les ouvertures les plus étroites et les plus difficiles d'accès du navire. Son emploi du temps, comme celui de ses collègues, était incroyablement éprouvant. Il travaillait par équipe de 3 heures. 3 heures de travail et 3 heures de repos. Quel repos peut-il y avoir après cela ? Ils étaient tous monstrueusement épuisés. Le stress engendré par ces nombreuses descentes a eu un impact sur leur santé, tant physique que mentale. Kim Sang-ho ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé. Cela le hantera, lui et les autres volontaires, jusqu'à la fin de leur jour. Dès qu'il a pu fermer les yeux, des cauchemars sont entrés dans sa tête. D'après ses dires, il ne pouvait plus poser les mains sur sa femme et ses enfants. Ces mêmes mains qu'il avait utilisées pour ramasser les corps des adolescents décédés. Outre son traumatisme psychologique, il s'est gravement blessé à l'épaule, ce qui nécessitera plusieurs interventions chirurgicales et un traitement approfondi. Il a été blessé alors qu'il tentait de déverrouiller la porte d'une cabine. C'est alors qu'un énorme bagage lui est tombé dessus. Sa vie d'antan a été complètement bouleversée. Mais ce dont il se repent le plus, c'est de ne pas avoir pu sauver ne serait-ce qu'une seule personne. De nombreux plongeurs civils ont connu ce sentiment. Par exemple, Kim Kwang-hong, âgé de 43 ans, a contribué à ramener à la surface plus de 25 corps de victimes. Et il n'y avait pas une seule personne vivante parmi elles. Un jour, il a perdu connaissance lors d'une plongée. Il a été tiré vers le fond, mais ses collègues lui ont sauvé la vie. Il a ensuite passé quelques jours aux urgences. Dès sa sortie, il s'est remis à l'eau. Il a nagé là où les plongeurs de la garde côtière refusèrent d'aller. Ils ne voulèrent pas risquer leur vie, d'autant que les chances de retrouver quelqu'un en vie étaient infimes. Les bénévoles ont donc fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais les autorités ne leur ont rien proposé. Le pays n'a rien fait pour ces plongeurs bénévoles. Il est clair que tous ont fait leur travail non pas dans l'espoir d'obtenir une récompense ou une reconnaissance générale. Ils voulaient sincèrement aider. En conséquence, Kim Kwang-hong et beaucoup d'autres ne plongeront plus jamais dans leur vie. Ils ont souffert de nombreuses blessures, dont certaines de nature psychologique. Chaque jour, leurs frais d'hospitalisation augmentaient. Ils n'ont pas été en mesure de les couvrir avec leurs propres fonds. Le gouvernement sud-coréen a refusé de reconnaître que toutes ces personnes avaient été blessées lors de l'opération de sauvetage. Cela aurait permis de couvrir les frais médicaux. En réalité, les autorités leur ont tout simplement tourné le dos, comme elles ont déjà fait avec les victimes et leurs proches de la catastrophe. En 2017, Kim Kwang-hong est parti. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Dans son dernier message à ses proches, il disait à peu près ceci: « À bientôt dans une vie meilleure. Pardonnez-moi si vous le pouvez. » Plusieurs mois après la catastrophe, les autorités sud-coréennes ont sollicité l'aide du gouvernement américain, qui a répondu présent en fournissant des plongeurs. Leur intervention a été cruciale pour retrouver les corps des victimes, qui n'ont toujours pas été retrouvés. Les gardes-côtes coréens n'étaient pas en mesure d'effectuer cette tâche. Il était évident, à ce stade, qu'il n'y avait plus aucune chance de retrouver l'une des victimes vivantes. Une telle manœuvre aurait été absurde. Cependant, des corps ont tout de même dû être retrouvés. À la fin de l'été 2014, des opérations supplémentaires ont été menées dans la zone de la catastrophe pour rechercher les corps des victimes, et la plupart d'entre eux ont été remontés à la surface.
Les plongeurs de la marine américaine ont procédé à une inspection plus minutieuse des pièces du navire coulé. Ils ont même vérifié des cabines qui avaient été prétendument inspectées auparavant par leurs homologues des gardes-côtes sud-coréens. Et vous savez quoi? Ils y ont également trouvé des corps. Dans de tels moments, le professionnalisme des fonctionnaires du pays est une fois de plus remis en question. Par exemple, lors de plongées, les corps de plusieurs écoliers ont été retrouvés dans l'une des salles de l'épave. Or, selon les données officielles, cette même salle avait déjà fait l'objet d'une dizaine de vérifications. À ce stade, la méfiance à l'égard des méthodes des autorités et des agences sous leur contrôle ne fait que croître. Outre les gardes-côtes, le service de médecine légale, dont les représentants ont également participé aux recherches, a également perdu la confiance du public. Bien entendu, ils n'ont pas eux-mêmes plongé dans l'eau. Ils ont cependant examiné des échantillons d'eau prélevés par leurs collègues dans les locaux du ferry. Ils auraient recherché des traces de certaines bactéries, dont la présence pourrait indiquer qu'il y aurait encore des restes humains sur les lieux. Ainsi, même à des endroits où l'eau avait été préalablement analysée, ils ont trouvé des corps. Et ce, malgré des analyses qui montraient le contraire de ce que les données indiquaient. Il est donc temps de faire toute la lumière sur ce drame. Oui, cette horrible catastrophe a bien eu lieu. C'est malheureusement une triste réalité. Mais pourquoi a-t-elle eu lieu? Pourquoi le ferry a-t-il commencé à couler? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Seules des théories et des spéculations ont circulé. L'une de ces théories suggérait qu'un virage précis, effectué après 8h45 du matin, le jour de l'accident, aurait provoqué le déplacement de la cargaison. Selon les experts impliqués dans l'enquête, ce virage a provoqué le déplacement de la cargaison. Ce déplacement a ensuite provoqué le roulis du navire. Le Seavoll est alors devenu ingérable pour l'équipage. Les membres d'équipage survivants ont confirmé plus tard le fait même du virage soudain. Tous ont convenu qu'il s'agissait de la cause principale du naufrage. Une autre version évoquait une éventuelle surcharge du navire et un mauvais arrimage de la cargaison. En fait, la compagnie propriétaire du ferry tirait principalement ses bénéfices du transport de marchandises. Elle ne recevait qu'un quart des recettes totales provenant des passagers ordinaires. Les propriétaires de la compagnie avaient donc tout intérêt à transporter autant de marchandises que possible de temps en temps afin d'augmenter le bénéfice total. Une telle situation créait évidemment des conditions dangereuses pour les passagers qui n'en avaient aucune idée. Selon plusieurs estimations, jusqu'à 3,5 tonnes de marchandises diverses auraient pu se trouver à bord du ferry ce jour-là. Cette valeur était plusieurs fois supérieure à la limite précédemment fixée à 997 tonnes. Comme toujours, la cargaison comprenait des voitures, des camions, divers matériaux de construction et des marchandises générales. Certains membres de l'équipage ont également souligné le risque de surcharge. Ils ont déclaré que les propriétaires du navire n'avaient pas respecté la limite existante et avaient ignoré à plusieurs reprises les avertissements indiquant qu'ils n'auraient pas dû transporter une telle quantité de marchandises à la fois. Cette surcharge était principalement due au fait que le navire devenait moins stable. L'une des causes indirectes pourrait être une diminution de la quantité d'eau de ballast. L'eau de ballast est le liquide présent dans la coque d'un navire et qui contribue à assurer sa stabilité et sa manœuvrabilité pendant les déplacements. La plupart des embarcations sont remplies d'eau, c'est un fait. Cela peut paraître peu logique, mais c'est la réalité. Le Seawoll ne disposait que de 580 tonnes de ballast, alors que 2000 tonnes étaient requises. Cette situation, parmi d'autres, pourrait rendre le navire sujet au roulis et au chavirage. Selon les experts, l'équipage du ferry a dû pomper des centaines de tonnes d'eau de ballast depuis le fond du navire pour pouvoir charger la cargaison supplémentaire. Par conséquent, la combinaison de facteurs tels que le manque d'eau de ballast et la cargaison excessive aurait pu entraîner un changement du centre de gravité du ferry. En outre, sa capacité de résistance au chavirement a été réduite à un niveau historiquement bas. Les experts ont également noté une diminution de la stabilité du navire, causée par des modifications apportées au ferry et par l'augmentation du nombre de cabines de passagers. La stabilité d'un navire correspond à sa capacité à résister aux facteurs externes qui le font rouler. Parmi ces facteurs, on peut citer l'impact des vagues, les courants sous-marins et les rafales de vent. La stabilité est l'une des qualités les plus importantes d'un navire. Bien entendu, il existe d'autres versions des faits. Dans l'une d'entre elles, le virage malheureux du navire n'est désigné que comme la cause première.
Après la catastrophe, des poursuites ont été engagées contre l'équipage du ferry Sewol. Il était évident pour presque tous les participants à l'enquête que l'équipage n'avait pas su gérer l'évacuation des passagers. Il n'a même pas pris en charge cette opération. Des experts extérieurs ont noté que l'annonce faite par le capitaine ou l'un de ses assistants les plus proches a causé la mort d'un grand nombre de passagers. Dans de telles situations, il est courant que les gens quittent leur cabine et se rendent dans les zones ouvertes du navire pour voir par eux-mêmes ce qui leur arrive. De cette manière, ils auraient été visibles pour les sauveteurs. Au lieu de cela, les passagers ont reçu l'ordre de rester à leur place. Cette théorie est également étayée par les témoignages de plusieurs rescapés. Tous ont désobéi à l'ordre et ont quitté le navire dès les premiers instants. Selon eux, de nombreux passagers se sont retrouvés enfermés dans leur cabine. Ils n'ont pas pu déverrouiller les portes ni briser les fenêtres. Pour couronner le tout, les ordres permanents des membres de l'équipage ont semé la confusion parmi les passagers, qui n'ont ainsi pas pu prendre la bonne décision. Cela a compliqué un processus de sauvetage déjà difficile. En réalité, tout le monde avait largement le temps de quitter le navire et de se jeter à l'eau. Le capitaine et la plupart de ses collègues ont commis l'erreur la plus grave dans cette situation. Comment a-t-il été possible de ne pas disposer d'un plan d'action clair dans une situation d'urgence ? Chaque membre de l'équipage devait connaître les consignes de sécurité et le plan d'évacuation en vigueur. Mais qui était chargé de veiller à ce que ces instructions soient respectées ? La réponse à cette question était évidente. Nous nous sommes rendus à la John Engine Marine Company. Il s'agit de la compagnie propriétaire du ferry Sewol, qui n'était pas rentable depuis plusieurs années. Il est apparu que ces dernières années, la ligne de ferry n'était pratiquement pas rentable. Un an plus tôt, elle avait d'ailleurs déclaré une perte de 800 000 $. C'est pourquoi elle a engagé un processus de restructuration et de réduction des coûts. Sur quoi les propriétaires de cette entreprise ont-ils décidé de faire des économies, selon vous ? La formation des employés, bien sûr. Ces activités ont été réduites à néant. Les documents officiels de l'entreprise montrent qu'elle n'a dépensé que 2 $ pour la formation de chaque employé au cours de l'année précédente. Il n'existait donc aucun processus de travail avec les membres d'équipage. Les représentants de la compagnie se contentaient d'imprimer une multitude de faux certificats et de les remettre à tous les employés travaillant sur les navires. Voilà tout. Ces certificats indiquaient que la personne avait suivi une série de cours de sécurité. D'après les déclarations des membres de l'équipage secourus dès les premiers instants, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'ils ignoraient où étaient stockés les gilets de sauvetage. Ils ignoraient également leur quantité et leur qualité. De plus, malgré leur expérience, ils ignoraient quelles mesures prendre en cas d'urgence. Ils n'avaient pas participé à un exercice d'évacuation d'urgence depuis longtemps. En règle générale, ces exercices devraient avoir lieu tous les mois. Cela est particulièrement vrai si les activités de l'entreprise sont liées au transport de passagers. Peu après la catastrophe, les personnes concernées ont été arrêtées puis placées en détention. Le 19 avril, Lee Jung-seok, le capitaine du ferry Sewol, âgé de 69 ans, a été arrêté. Il a été accusé de négligence dans l'exercice de ses fonctions, de violation d'articles du droit maritime et d'autres actes illégaux ayant entraîné la mort des passagers du navire. Je rappelle qu'il a quitté le navire alors que personne d'autre n'avait encore pris la fuite. En effet, la loi sud-coréenne exige que le capitaine et l'équipage restent à bord pendant la catastrophe et qu'ils organisent l'évacuation des passagers. Outre le capitaine, 2 autres membres de l'équipage, le timonier et le 3e assistant, ont été arrêtés pour négligence. Vers la fin du mois d'avril, 12 autres personnes ont été arrêtées. La plupart de ces arrestations concernèrent des accusations portées contre d'autres membres de l'équipage. Le 15 mai, le capitaine Lee, le premier et le second assistant ainsi que le chef mécanicien du navire ont été inculpés d'homicide par négligence collective. Ces accusations auraient pu entraîner des peines allant jusqu'à la peine de mort. Les autres membres de l'équipage ont été inculpés de chefs d'accusation moins graves, à savoir abandon du navire en violation des règlements et violation des règles de sécurité en matière de navigation. Certains représentants de John Engine Marine ont également été poursuivis. En mai de la même année, Kim Han-sik, le directeur exécutif de la société, a été arrêté. Il a été accusé d'homicide par négligence collective. 4 autres collègues de Kim ont également été placés en détention. Leur sort reste cependant inconnu à ce jour. On a également appris peu après que le ministère des Océans et de la Pêche avait finalement retiré à la société susmentionnée sa licence d'exploitation, lui interdisant d'organiser des services de ferry sur la ligne Incheon-Jeju. Curieusement,
La compagnie n'a pas été concernée par cette mesure. Cette mesure semblait plutôt clémente. Le 3 juin 2014, le procès tant attendu de la catastrophe du ferry Sewol a débuté. Sur les 15 membres de l'équipage inculpés pour la catastrophe elle-même et la mort des passagers, les procureurs n'avaient requis la peine de mort qu'à l'encontre du capitaine Lee. L'un des principaux procureurs a rejeté toute la responsabilité sur le capitaine, affirmant qu'il était à l'origine du naufrage du navire et des autres événements horribles qui en ont découlé. Selon lui, cela signifiait que c'était Lee qui devait porter la plus lourde responsabilité de la catastrophe. Le 11 novembre de la même année, le tribunal de Gwangju, 6e ville de Corée du Sud, a reconnu le capitaine Lee Jung-seok coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui et l'a condamné à 36 ans de prison. Après l'annonce du verdict, le juge a déclaré qu'il était convaincu que le capitaine Lee n'était pas le seul auteur de la tragédie. Il a également indiqué qu'il ne considérait pas la négligence du capitaine comme un acte équivalent à une intention de nuire aux victimes. Le chef mécanicien du ferry, Park Ji-ho, a également été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, tout comme le capitaine, et a été condamné à 30 ans de prison. Le reste de l'équipage a été condamné à des peines allant de 1 à 10 ans de prison pour abandon de navire et violation des lois maritimes en vigueur. Les proches des victimes ont pour le moins désapprouvé la décision du tribunal et réclamé des peines plus sévères pour tous les individus impliqués dans la mort de leurs proches. Le procès des responsables de Jeonhae Marine s'est terminé par des condamnations pour négligence. Kim Han-sik, directeur exécutif de la société, a été condamné à 10 ans de prison. Fin avril 2015, à la suite d'un appel interjeté par l'accusation, le capitaine Lee a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Sa peine a toutefois été portée à la réclusion à perpétuité. Toutefois, compte tenu de l'âge avancé de l'accusé, la précédente peine aurait également pu être une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il est intéressant de noter que les peines d'emprisonnement des autres accusés dans l'affaire ont été légèrement réduites lors du nouveau procès. Ce changement a également affecté la peine prononcée précédemment à l'encontre du chef mécanicien du ferry. Il n'a pas été accusé d'homicide involontaire cette fois-ci. De plus, la peine du directeur exécutif de la société propriétaire du ferry a également été réduite grâce à un appel qui visait initialement à alourdir les peines. Bien entendu, une telle catastrophe nationale a contribué à faire chuter la cote politique de l'actuelle présidente de la République de Corée, Park Geun-hye. En 2016, les événements entourant la catastrophe et le scandale de corruption ont conduit à sa destitution par les membres de l'Assemblée nationale. Le 10 mars 2017, la Cour constitutionnelle a confirmé à l'unanimité la légalité de la procédure et a officiellement mis fin au mandat de Park Geun-hye. L'enquête lancée par l'administration de la nouvelle présidente a révélé que Park Geun-hye avait passé les premières heures de la catastrophe dans sa résidence en compagnie de son ami, Choi Soon-sil. Cette dernière est d'ailleurs souvent qualifiée de cardinal gris de la politique sud-coréenne et est considérée comme la personne la plus influente du pays. Il y a toutefois eu au moins un autre événement tragique lié à la catastrophe du ferry Sewol. Il s'est toutefois produit un peu plus tard. Kang Min-kyu, 52 ans, directeur adjoint du lycée d'Anwon, a subi des dommages irréversibles pour sa santé. Il aurait été l'initiateur et l'organisateur du voyage. Il se trouvait, comme ses collègues, sur le ferry malheureux, mais il a réussi à survivre. Après sa mort, une note a été trouvée à côté de son corps, dans laquelle il assumait l'entière responsabilité de ce qui était arrivé aux adolescents. Voici ses derniers mots. « Il est insupportable de continuer à vivre. C'est particulièrement douloureux à faire en sachant que les enfants qui sont morts n'auront plus jamais cette chance. J'ose espérer que j'aurai la chance d'enseigner à tous ces écoliers, là-haut, au paradis. S'il vous plaît, faites incinérer mon corps et dispersez ses cendres sur le site de l'accident. » Kang Min-kyu a été l'une des personnes blâmées par les parents des victimes. Ils ont déversé leur colère sur lui. Les médias sud-coréens ont adopté la même attitude à son égard. Lorsqu'il est parti, les élèves du lycée d'Anwon sont venus lui faire leurs adieux. Ils ont ainsi voulu lui rendre hommage. Ces circonstances montrent une fois de plus que les enfants sont souvent plus sages que les adultes. Au fil du temps, de nombreuses personnes décédées lors de cette horrible catastrophe ont été enterrées. Toutefois, fin octobre 2018, 5 personnes étaient toujours portées disparues. Ce statut n'était bien entendu que formel.